Voilà. Donc je vais vous parler de climat et de modèles. Alors, je vais commencer par faire insister un petit peu sur les mots, parce que climat et modèle sont deux mots qui, je pense, posent problème. Donc on va commencer par modèle, qui est un mot qui pose problème, en particulier, je pense dans toutes les disciplines, mais c'est particulièrement vrai en climatologie. C'est notamment vrai parce que dans le fonctionnement scientifique, il y a toujours un peu deux phases qui sont bien évidemment indissociables, mélangées, mais qu'on peut quand même conceptuellement séparer en deux, qui sont d'une part induire des théories, induire un raisonnement, et d'autre part, à partir de ces éléments de base, déduire des résultats numériques. Par exemple, en physique, en mécanique quantique, c'est bien résumé par les deux phrases de deux physiciens. Il y en a Richard Feynman qui dit la science c'est avant tout l'imagination, bon, avec certaines contraintes, quoi. Et puis un autre grand professeur américain en physique qui dit bon, la mécanique quantique c'est compliqué, mais bon, tout ce qu'on demande c'est de calculer. Voilà. Je pense que les deux sont importants. Il ne faut pas en mettre un devant l'autre. Les deux sont importants et les deux sont partie nécessaire de la science. Donc, ça souligne un peu le fait qu'il y a d'une part, dans la modélisation, la notion de théorie. Donc la théorie, c'est faire quelque chose de très simple pour comprendre. Et d'autre part, il y a aussi la notion de simulation. La simulation, c'est de faire quelque chose de très compliqué pour être très réaliste. Donc les modèles, ça peut aussi, ça doit être parfois très simple, très peu réaliste, mais ça permet de comprendre, et parfois très compliqué, et on ne comprend plus rien dans le modèle, mais bon, c'est censé représenter plus fidèlement la réalité. Donc je pense que quand on parle de modélisation du climat, il faut aussi essayer d'avoir ces deux facettes. Voilà. Bien évidemment, les modèles sont faux, mais le problème, c'est que ça sert à quelque chose quand même. Ça sert à comprendre, ça sert à prévoir, ça sert à simuler. C'est des choses qui sont utiles. Donc le but, c'est pas d'être juste ou pas juste, c'est d'être utile. Je pense que tout ça, c'est un petit peu évident, mais je pense que c'est important de souligner ça. Climat. Deuxième mot qui pose problème. Alors, on peut essayer de, quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, des fois, on cherche l'étymologie. Le mot climat, ça vient de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. Donc c'est une notion, on va dire, angulaire. Ça correspond à la notion de latitude. Donc il y a des climats chauds, des climats froids en fonction de la latitude. C'est quelque chose qui est avant tout issu de la géographie. Donc l'idée sous-jacente, c'est que c'est quelque chose qui dépend de l'espace, mais qui ne dépend pas du temps. D'ailleurs, la définition dans le dictionnaire, c'est puisque ça ne dépend pas du temps, il suffit de faire la moyenne. Puis comme ça, vous avez une assez bonne idée. Si vous voulez passer vos vacances, je sais pas, en Norvège, vous faites la moyenne des 30 dernières années, vous avez une idée de ce que vous mettez dans vos bagages. Donc c'est ça la notion de climat, c'est d'essayer de prédire ce qu'on attend de l'état du système météorologique, en l'occurrence, en faisant des moyennes sur ce qu'on a déjà observé. C'est la prédiction à l'ordre zéro, on fait l'hypothèse que ça ne change pas, donc en faisant la moyenne, c'est pas trop mal. C'est bien évidemment un peu contradictoire avec le problème actuel qui est de parler de changement climatique. Mais je vais y revenir. Deuxième point qui mérite d'être souligné, quand même, oui, 30 ans. Pourquoi 30 ans ? Je sais pas, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10 30. Oh, c'est un chiffre rond. En gros, j'en sais rien, très franchement, j'en sais rien, mais je pense que c'est plus facile d'imaginer que le climat change d'une génération à l'autre. Et donc c'est une durée avant tout de taille humaine, me semble-t-il. Encore une fois, c'est une notion qui a été mise en place, définie par les géographes. Alors, quelle est la température de la planète ? Donc c'est rigolo parce qu'on en discutait un peu ce midi à table. En fait, c'est compliqué dans le système terrestre.
il y a plusieurs parties qui n'ont pas forcément la même température. Donc là, je vous ai fait très schématiquement sur la verticale, la troposphère, la stratosphère. Donc comme vous savez, quand on monte en altitude, il fait de plus en plus froid, jusqu'à la tropopause, après ça se réchauffe. La surface, si vous allez dans l'océan, ben, en fait, ça se refroidit jusqu'à des températures de quelques degrés seulement au fond des océans. Si vous allez dans le sol, il va faire de plus en plus chaud, c'est le gradient thermique. Donc quelle est la température de la Terre? De quoi parle-t-on quand on parle de climat? Ben, on parle évidemment de la température qui nous intéresse. Donc, c'est-à-dire là où on met l'instrument de mesure, donc le thermomètre. Donc la température de surface, c'est la température à 1,50 m du sol. Ou des océans. Évidemment, c'est très anthropocentrique. Donc bien souvent on parle de température moyenne de la Terre, etc. C'est bien de cela dont on parle. C'est de la température qui nous intéresse, nous, êtres humains, avec une hauteur typique de 1 à 2 mètres. Alors la question c'est, est-ce que c'est ça la bonne température physique? Est-ce que c'est pertinent? Oui, non, j'en sais rien, il y en a peut-être plusieurs. En tout cas, c'est pas défini à partir d'une notion physique, d'un objet physique. L'objet climat n'est pas défini. Donc c'est vraiment, on part d'un point de vue anthropocentrique et on se dit, on va s'intéresser au thermomètre. Donc, à mon avis, le problème essentiel pour aller vers la physique, c'est déjà de prendre conscience que l'objet n'est pas défini comme ça. L'objet est défini de façon anthropocentrique. Ça pose pas de problème en soi, mais c'est mieux de le savoir et de le souligner. Alors si on regarde le contenu thermique, par exemple, et, je sais pas, vous faites chauffer une casserole, où est-ce que vous mettez votre thermomètre? Vous le mettez au-dessus de la casserole, à l'interface entre l'eau et l'air, ou dans l'eau? Vous allez me dire, bon, bah, c'est l'eau qui va chauffer. Hein, donc bon, sur Terre, c'est un petit peu la même chose. Hein, le contenu thermique, donc la chaleur qui va s'accumuler, en particulier en ce moment à cause du réchauffement climatique, c'est évidemment dans l'océan. C'est là qu'est le réservoir de chaleur. Donc si on met le thermomètre dans l'océan, bah, ça se réchauffe. Hein. Enfin, donc le contenu thermique, c'est la capacité calorifique multipliée par l'augmentation de température. Et on s'aperçoit que il y a à peu près, je crois que c'est 95 ou 97% de l'énergie qui est stockée dans l'océan. Donc peut-être, si on veut mesurer la température de la Terre, entre guillemets, en tout cas de la surface terrestre, des enveloppes fluides, peut-être qu'il faudrait mieux mettre le thermomètre dans l'océan. Bon, c'est pas là qu'on vit, mais bon, encore une fois, dans l'atmosphère, bon, l'atmosphère est plus légère, donc 200 fois plus légère, et en plus sa capacité calorifique par unité de masse est plus faible. Donc au total, on comprend bien que la chaleur va être stockée dans l'océan. Ah, donc ça, c'est une planète vue de l'espace. Et donc peut-être savez-vous quelle planète c'est? Oui. Vénus. Jupiter. C'est la Terre. C'est la Terre. Mais comme on est des animaux qui sommes habitués aux radiations solaires, on est plutôt habitués à voir le rayonnement visible. Bon, il se trouve que si vous mettez des lunettes infrarouges et que vous allez sur la Lune, vous allez voir la Terre comme ça. Et en fait, c'est ça le rayonnement dominant. Quand on mesure la température quand on parle de la température du Soleil, on dit le Soleil c'est à 5000, 6000 Kelvin. Bon, on n'a pas été mettre un thermomètre dessus, on a juste regardé le rayonnement qui ressort, visible, et on a associé la température à partir de la loi du corps noir. Donc la température du rayonnement du Soleil, c'est 5-6000 Kelvin. Quand on mesure les autres étoiles, en astrophysique, on fait la même chose. On mesure la température du rayonnement qui ressort. Le rayonnement qui sort de la Terre, de façon très majoritaire, c'est ça. Donc c'est ça la bonne image de la Terre vue de l'espace, finalement, en termes quantitatifs, en termes d'énergie. Donc, pour
un extraterrestre qui aurait des yeux regardant dans l'infrarouge, voilà ce qu'il verrait. Et là, pour lui, la température de la Terre, ça serait plutôt cette température-là, donc 255 Kelvin. Donc, oui, voilà. Encore une fois, c'est pas là qu'on habite. Donc, vu qu'on n'habite pas à 6-8 km d'altitude, là où l'atmosphère rayonne vers l'espace, on ne parle pas trop de cette température-là, enfin, sauf si vous allez faire de l'alpinisme ou dans la très haute montagne, on va dire. Là, vous allez vous rapprocher de ces altitudes. Nous, on préfère parler, encore une fois, de la température de surface. Et donc ça introduit une différence entre les deux. Cette différence entre les deux, c'est précisément ce qu'on appelle l'effet de serre. C'est ça. Pour moi, l'effet de serre, d'une certaine manière, c'est simplement le fait qu'on n'habite pas à l'endroit où notre planète émet ce rayonnement vers l'espace. Donc ça a été pas mal discuté ce matin, mais on peut aussi dire, tout simplement, c'est un problème de perspective. Nous, on habite là, et là, il fait plus chaud que là, et donc, forcément, on a besoin de corriger de tout un tas d'effets compliqués qui se passent dans l'atmosphère, de la convection, des nuages, etc. Pour un extraterrestre, la température de la Terre, dans le domaine infrarouge, c'est finalement assez simple, c'est juste 255 Kelvin, c'est la température de rayonnement. Donc tout ça, je pense qu'il y a un côté anthropocentrique qui brouille un petit peu les cartes, quoi. Ça nous paraît très compliqué, parce que notre environnement est très compliqué. Mais bon, encore une fois, osons prendre une navette spatiale et puis regarder la planète Terre comme un objet simple vu de l'extérieur. Je pense que ça permet en tout cas de mieux appréhender certaines choses. Alors pour parler de changement climatique et de carbone, de climat, tout ça, je pense que ça vaut le coup de faire un tout petit peu d'histoire des sciences et de se replonger au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il n'était pas du tout évident que le climat puisse changer. Donc il y avait quelques spéculations, notamment les géologues. Il y a beaucoup de géologues qui pensaient que les roches se formaient dans le feu. Et après, on pouvait trouver quelques données paléontologiques qui correspondent à l'idée que, voilà, à l'origine, la Terre était très chaude, une boule de feu, puis ça s'est refroidi progressivement. Bon, tout ça, c'était quand même très, très basé sur des idées spéculatives, voilà, préconceptions. Mais c'est intéressant de voir un petit peu tous les faux arguments que s'échangeaient les scientifiques à l'époque. En fait, la notion de changement climatique comme discipline physique, comme questionnement scientifique, est apparue avec la découverte des périodes glaciaires. Donc au milieu du XIXe siècle, on a découvert des aires glaciaires avec des traces géologiques assez claires, qui étaient vraiment des preuves sans aucune trace d'ambiguïté qu'il y avait bien beaucoup plus de glace dans les Alpes, une calotte de glace sur le Canada, etc. Donc tout ça, ça a été parfaitement montré à partir du milieu du XIXe siècle. Et donc, à partir de là, il a fallu essayer de trouver des explications. Alors le monde glaciaire, à quoi ça ressemble ça, bon, pour illustrer un petit peu les choses, c'est quelques degrés en moins, c'est 120 mètres de niveau plus bas, avec des grosses calottes de glace sur l'actuel Canada et sur la Féno-Scandinavie, sur l'Écosse. Donc 120 mètres en moins, ça permet aux populations de Sibérie de traverser à pied sec le détroit de Bering qui n'existe plus, donc pour coloniser l'Amérique. On trouve par exemple des traces archéologiques en mer du Nord, parce que la mer du Nord n'existait plus à cette époque-là, donc il y a des gens qui habitaient là où aujourd'hui vous avez la mer du Nord. Donc ça implique pas mal de changements quand même. La mer de Chine n'existe plus, enfin, bon, la Nouvelle-Guinée et l'Australie sont sur la même île. Et tout ça, c'est pas très vieux, hein. Il y avait des gens, il y a des traces archéologiques de cette époque-là. Notamment, par exemple, plus près de chez nous, donc la grotte Cosquer à côté de Marseille. Donc vous avez des pingouins qui sont dessinés ici au fond de la grotte.
Donc des pingouins à Marseille, ça veut dire qu'il faisait peut-être un petit peu plus froid qu'aujourd'hui. Et l'entrée de la grotte est inondée aujourd'hui sous quasiment 40 mètres de niveau marin parce que, en fait, à l'époque glaciaire, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Donc, les hommes préhistoriques ne faisaient pas de plongée sous-marine à l'époque. Donc tout ça, c'est assez illustratif du fait que le climat a fortement changé, même à des échelles de temps humaines. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans les périodes géologiques. Et ça a posé la question des mécanismes, donc dès le 19e siècle, de savoir comment ça fonctionne. Comment on fait pour changer le climat. Donc les premières idées sont apparues très rapidement. Il y a eu deux théories concurrentes. On peut dire qu'il y a toujours deux théories concurrentes. D'une part, depuis Joseph Fourier au début du 19e siècle, on sait que l'effet de serre contribue au bilan thermique de la Terre. Donc le CO2 a sans doute un rôle sur la température terrestre. On sait aussi, grâce aux premiers travaux de géochimie, que le carbone n'a aucune raison de rester constant dans l'atmosphère. Ce n'est pas une donnée. Il y a des flux qui rentrent, des flux qui sortent. Il n'y a aucune raison que ça soit équilibré aux échelles de temps géologiques. Donc le CO2 doit varier aux échelles de temps géologiques. Donc si le CO2 varie et que le CO2 contrôle le climat, c'était assez logique d'imaginer que les variations du CO2 vont générer des périodes glaciaires. Pour l'astronomie, c'était aussi assez naturel, parce que comme vous le savez peut-être, depuis l'Antiquité, on sait qu'il y a trois mouvements de la Terre. Donc les deux premiers mouvements de la Terre, c'est la rotation, c'est-à-dire le cycle diurne, c'est la révolution de la Terre, c'est-à-dire le cycle annuel. Donc ça, c'est des choses qui ont un effet très clair sur les températures. Il fait un peu plus froid la nuit que le jour, et il fait un peu plus froid en hiver qu'en été. Donc on comprend qu'il y a un lien très fort entre les mouvement astronomique de la Terre et la température. Et on sait depuis l'Antiquité qu'il y a un troisième mouvement de la Terre, qui est le mouvement de précession, qui s'effectue à des échelles de temps de plusieurs dizaines, en l'occurrence de 25 700 ans. Et donc c'était assez naturel d'imaginer que ça aussi, ça avait peut-être des conséquences sur le climat. Donc il y a eu ces deux théories dès le milieu du 19e siècle, avec des échanges parfois un peu houleux entre les différents camps. Alors ce qu'a fait Arrhenius, c'était bien évidemment dans ce contexte-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce travail à la fin du 19e siècle, dans lequel il calcule l'impact d'un changement du CO2 sur la température. Et il dit explicitement qu'il n'aurait jamais fait des calculs aussi compliqués s'il n'y avait pas un intérêt absolument extraordinaire dans la réponse. Et l'intérêt extraordinaire dans la réponse, c'est de trouver une cause aux périodes glaciaires. C'était ça la question scientifique de l'époque. Pourquoi y a-t-il des périodes glaciaires? Et donc sa réponse, c'est pour faire une période glaciaire, il suffit de baisser le CO2 d'environ 40%. Et donc Arrhenius prédit au XIXe siècle que pour expliquer les températures au dernier maximum glaciaire, il faut un CO2 plus bas de 40%. Il se trouve que 100 ans plus tard, on fait la mesure du CO2 en période glaciaire, et le CO2 en période glaciaire est 30% plus bas. C'est pas mal comme prédiction. Donc tout ça, ça illustre, oui, qu'il y a sans doute un fond de vérité derrière. Bon, il se trouve que son modèle est faux. Il y a des erreurs. Donc ça c'est le travail de Jean-Louis qui est dans la salle, donc je parle sous son contrôle. Il y avait des erreurs sur les données spectroscopiques très insuffisantes pour faire son calcul. Donc ces erreurs en entrée sur ces données, en gros il mélangeait un petit peu les spectres du CO2 et de la vapeur d'eau, donc il avait quelque chose de très surestimé quant au rôle du CO2 sur l'effet de serre. Et à l'inverse, comme il avait un modèle à une seule couche, et comme je vous ai expliqué, comme on vous a expliqué sans doute ce matin aussi, qu'un élément essentiel de l'effet de serre, c'était d'avoir un gradient thermique dans l'atmosphère, donc d'avoir une température d'émission plus froide en haut. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est pas si clair que ça. Donc je vais essayer de vous
déconstruire, de désapprendre, ce qu'il y a peut-être dans certains ouvrages. En tout cas, la théorie astronomique, le point essentiel, c'est que ce n'est pas une théorie du climat, c'est une théorie des calottes de glace. Donc ça prédit l'étendue des calottes de glace comme étant une réponse au forçage des paramètres orbitaux à travers la température au-dessus des calottes de glace, donc locale et saisonnière en été au-dessus des calottes de glace. En gros, quand il fait chaud en été, la glace fond, et quand il fait froid en été, la glace ne fond pas. Donc ça va contrôler le bilan des calottes, et ce sont les calottes qui vont modifier le climat, parce que quand vous avez des énormes calottes de glace dans l'hémisphère nord, ça va augmenter considérablement l'albédo, notamment, ça va aussi augmenter l'altitude, la circulation atmosphérique, tout ça, mais déjà l'effet de l'albédo est assez important et ça va refroidir le climat. Pour la théorie géochimique, c'est le contraire. En fait, le CO2 va changer le climat et le climat va changer les calottes. Donc on voit bien que la flèche n'est pas dans le même sens. Pour la théorie astronomique, ce sont les calottes qui modifient le climat, et pour la théorie géochimique, c'est le climat qui modifie les calottes. Donc, si on en croit les simulations numériques maintenant, pour expliquer la température du dernier maximum glaciaire, en fait, on a besoin des deux. On a besoin de mettre des calottes de glace, et on a aussi besoin de baisser le CO2. Donc, sans doute que les deux théories sont importantes pour expliquer le climat glaciaire. Le plus intéressant, c'est pendant la dernière déglaciation, on a une idée assez précise de la chronologie des événements, et donc là c'est intéressant de regarder un peu plus précisément ce qui se passe. En particulier, on a des informations sur la remontée du niveau marin à travers la datation des terrasses coralliennes. Donc on peut faire du carbone 14, de l'uranium-thorium sur des coraux fossiles qui sont toujours proches du niveau de la mer parce qu'ils ont besoin ils vivent en symbiose avec des algues photosynthétiques. Donc là, sur une échelle de temps qui va du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20-25 000 ans, à travers la déglaciation jusqu'à ce qu'on appelle l'Holocène, donc il y a environ 5 000 ans. Donc ici, vous avez la fonte des calottes de glace enregistrée par le niveau de la mer, la température au nord, la température au sud, et le CO2 qui est enregistré, lui, dans les bulles d'air des carottes prélevées en Antarctique par les glaciologues. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le CO2 a fait plus de la moitié de sa remontée ici, il y a environ 14 000 ans, alors que le niveau de la mer n'a quasiment pas encore changé. Donc c'est assez difficile de dire que l'augmentation du CO2 est une conséquence de la déglaciation, vu que la déglaciation a lieu essentiellement après la remontée du CO2. Donc, pour ce qui concerne les cycles glaciaires interglaciaires, qui est un de mes sujets de recherche favoris, on a besoin des deux, y compris pour la dynamique, y compris pour expliquer les relations de phase entre les deux. Clairement, le CO2 fait partie des changements glaciaires interglaciaires, fait partie de la dynamique des changements glaciaires interglaciaires. Donc là, vous avez un petit peu la même chose, qui montre très clairement que ça se réchauffe dans l'hémisphère sud. Alors là, l'échelle d'âge est dans l'autre sens. Là, vous partez du dernier maximum glaciaire, ici, il y a environ 20 000 ans, à travers la déglaciation, et on voit très bien que ça se réchauffe d'abord dans l'hémisphère sud et ensuite dans l'hémisphère nord, en complète contradiction avec la théorie de Milankovitch, mais en complète accord avec ce que disait Arrhenius. Donc, voilà, encore une fois, je pense que c'est une erreur de vouloir les opposer. Il y a des bons points des deux côtés. En particulier, la théorie astronomique explique, en tout cas partiellement, le rythme des périodes glaciaires. Donc on a bien un rythme qui est donné par l'astronomie. De même que la température de ma cafetière est rythmée par le cycle diurne, mais c'est pas pour ça que c'est les rayons du soleil qui chauffent l'eau dans ma cafetière. La corrélation temporelle n'a rien à voir avec la cause physique. Il se peut que pour les cycles glaciaires interglaciaires, le rythme soit donné par l'astronomie et les mécanismes soient un peu plus subtils. D'ailleurs, le rythme qui est prédit par Milankovitch, c'était 41 000 ans, et ce qu'on observe, c'est plutôt 100 000 ans. Donc déjà en termes de rythmicité, il y a un petit souci.
Et on voit que, en tout cas, pour les déglaciations, ça ne marche pas enfin, la relation de phase n'est pas bonne. Et pour le CO2, donc on a besoin du CO2, le CO2 change, maintenant c'est mesuré, et le CO2 précède pendant les déglaciations. Donc le problème du CO2, pour cette question glaciaire-interglaciaire, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est plus difficile de construire des théories dessus, mais il semble bien que ce soit un élément essentiel du fonctionnement des changements climatiques passés, récents, c'est-à-dire glaciaire-interglaciaire. Bon, petit résumé, donc si vous avez des questions, ouais, c'est mon boulot, donc n'hésitez pas à me contacter. Là, je vais vous parler un petit peu des climats plus anciens, de façon plus générale. Alors, on va reculer encore en arrière. Donc, le dernier maximum glaciaire, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc ça, c'est une courbe qui résume un petit peu l'évolution du climat, si on arrive à définir ce que c'est, en tout cas sur Terre, depuis environ 65 millions d'années à partir d'ici. Donc avant, commençons dans l'ordre. Donc aujourd'hui, on est là. Donc là, l'échelle de temps est en milliers d'années. Donc on est ici. Là, on a le dernier maximum glaciaire. Là, l'échelle de temps est en centaines de milliers d'années. Donc on a les cycles glaciaires-interglaciaires. Là, on passe à des millions d'années. Et là, on passe à des dizaines de millions d'années. Et là, on passe à des centaines de millions d'années. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu des changements de température, alors qu'on peut juger soit importants, quelques degrés en plus ou en moins. Glaciaire, interglaciaire, ça change pas mal la face du monde. On peut dire en termes de physiciens aussi, quelques degrés en plus ou en moins par rapport à 300 Kelvin, c'est des variations de l'ordre de quelques pourcents. Donc le système est super bien régulé en fait. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Là encore... Donc le glaciaire, je vous en ai parlé. Je vais vous parler très rapidement des climats chauds. Donc l'Éocène, peut-être une dizaine de degrés en plus à l'échelle de la planète. Dizaine de degrés en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les régions arctiques, on avait de la forêt tropicale. Donc on retrouve des palmiers, des conifères, on trouve des crocodiles. Là, on est au nord de l'archipel canadien, qui était toujours à peu près à la même latitude aussi, il y a 50 millions d'années. Donc, il faisait sensiblement plus chaud qu'aujourd'hui. On peut se dire, 10 degrés en plus, c'est pas énorme, mais si, ça change pas mal la surface de la Terre. 10 degrés en plus, c'est assez considérable. Donc ça pose tout un tas de questions intéressantes. Comment on fait vivre des animaux à sang froid dans la nuit polaire? Très franchement, on ne sait pas très bien, mais il faisait quand même sans doute assez chaud. En termes de mécanisme pour les modèles de climat, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Mais bon, ça existe. Et un point intéressant aussi, c'est la transition Paléocène-Éocène. Donc il y a 55 millions d'années, là, on a une transition géologique que vous voyez grâce à ce petit accident là. Donc un accident climatique, si on fait un zoom, en fait, à travers les isotopes du carbone, on peut assez raisonnablement penser qu'il y a une augmentation brutale des gaz à effet de serre. Alors méthane ou CO2, ou les deux probablement. Très brutal à l'échelle géologique. Là, vous êtes à 56 millions d'années, 55 millions d'années, 54 millions d'années. Donc la taille de cette perturbation est de quelques centaines de milliers d'années. Ce qui correspond à des réchauffements de l'ordre de 5-6 degrés. Et aussi, quand on injecte beaucoup de carbone dans le système, on a une acidification des océans. Donc ça correspond finalement assez bien à ce qu'on est en train de faire en ce moment. À la fois le fait que ça soit extrêmement brutal. En termes de quantitatif aussi, ça correspond, cette perturbation isotopique, ça correspond à quelques milliers de gigatonnes de carbone. C'est de l'ordre de grandeur de ce qu'on peut imaginer dans un futur, dans les siècles qui viennent. Et quelques degrés en termes de température. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment le système revient à l'équilibre. Le système revient à l'équilibre naturellement, avec un temps caractéristique de 200 000 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que le carbone, c'est le thermostat de la planète.
Et ça, on en a conscience, on va dire, depuis 20-30 ans à peu près, à travers un mécanisme de rétroaction négative qui implique l'érosion des continents. En gros, dans le système naturel, donc, et c'est sur ce genre d'argument aussi que les géologues du 19e siècle disaient que le CO2 doit varier, parce que, en fait, on a des entrées de CO2, les volcans vont cracher du CO2 dans l'atmosphère. Comment fait-on pour éliminer ce carbone? En fait, le mécanisme dominant, c'est la préservation des carbonates. Si on veut que le système soit régulé, il faut lier les deux avec une rétroaction, et c'est ce qu'on fait en fait en comprenant que la préservation des carbonates va dépendre de l'érosion des continents et donc de la température, parce que plus il fait chaud, plus il y a de précipitations, plus on va pouvoir éroder les continents. Et c'est ça, c'est à travers ce mécanisme qu'on va pouvoir avoir un thermostat sur Terre et qu'on a des variations dans l'échelle de temps géologique qui sont grosso modo de l'ordre d'une dizaine de degrés et pas beaucoup plus. Ce qui, d'un point de vue physique, est encore une fois assez surprenant. Bien, donc je peux aller assez rapidement sur le futur. Donc, le futur, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le futur à long terme. Donc, d'après ce que je vous ai dit, le futur à long terme, à l'échelle de plusieurs centaines de milliers d'années, ça va être une exponentielle décroissante, comme ce qu'on a vu, là, une perturbation géologique instantanée. Donc un changement d'air géologique, ça on va dire, on peut appeler ça l'anthropocène. À l'échelle de quelques milliers d'années, enfin de 1000 ans, donc on va avoir des émissions de CO2 qui se concentrent à l'échelle de ce siècle et du siècle prochain peut-être. Donc une augmentation du CO2 qui va représenter grosso modo l'intégrale de ces émissions, donc une marge d'escalier en CO2 qui se traduit par une marge d'escalier en température. Et il y a tout un tas de composantes lentes dans le système, comme par exemple l'expansion thermique de l'océan, le fait que l'océan va stocker de la chaleur qui va mettre plusieurs siècles, voire éventuellement 1 ou 2 milliers d'années avant de s'équilibrer. Puis les calottes de glace. Donc on a mis en branle à travers cet événement un certain nombre de choses qui concernent véritablement des objets de long terme. Alors concernant le futur encore à plus court terme, en tout cas pour moi, c'est-à-dire à l'échelle du siècle, on a ce résumé que j'aime bien du travail du GIEC, de l'IPCC, qui dit en gros que les différents scénarios peuvent en fait se mettre tous grosso modo sur une seule droite, où là vous avez l'intégrale des émissions de carbone depuis le début de la révolution industrielle. Donc on a émis à peu près 500 gigatonnes de carbone pour une augmentation de température d'environ 1 degré. Donc là aujourd'hui on est là. Et suivant ce qu'on fait dans le futur, on peut soit s'arrêter aux alentours de 1000 gigatonnes, ce qui voudrait dire qu'on est au maximum et qu'on redescend aujourd'hui en diminuant nos émissions, ou continuer plus loin vers des températures plus chaudes. Donc tout ça, puis ça sera, je pense, mon transparent de conclusion. Tout ça pour dire que le climat, ça implique tout un tas d'échelles de temps. D'une part, évidemment, l'atmosphère, l'océan de surface, donc avec des échelles de temps météorologiques ou des échelles de temps saisonnières, interannuelles. En fait, il y a beaucoup d'attention la question du réchauffement climatique est beaucoup focalisée sur les décennies et le XXIe siècle. Le mandat du GIEC, c'est de documenter les conséquences, de s'intéresser au réchauffement climatique à l'horizon du XXIe siècle. Mais ce sur quoi j'aime bien attirer l'attention, c'est qu'il y a aussi tout un tas d'autres choses à plus long terme, tout un tas d'autres composantes, l'océan profond, les calottes de glace, le cycle du carbone long terme, qui aussi vont prendre le relais d'une certaine manière, qui aussi vont être perturbés, et ça sur des échelles de temps de plus long terme. Alors comme le mot climat n'est pas très bien défini, je ne sais pas très bien où ça commence, où ça s'arrête,
si on dit que ça commence par là, ça voudrait dire que le climat il est plutôt du côté des composantes long terme. En fait, ce qui intéresse les gens, c'est plutôt ce qui va se passer à des échelles de temps de quelques dizaines d'années. Donc c'est peut-être pas encore complètement du climat, mais c'est plus de la météo. Et le fait, encore une fois, qu'on n'a pas de mots pour désigner cet objet intermédiaire, c'est un peu problématique à mon avis. Voilà. Et donc ça implique qu'on utilise aussi des modèles différents, des outils différents pour étudier des objets différents. Donc il ne faut pas imaginer qu'il y a un modèle de climat qui répond à toutes les questions. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Il y a différents modèles de climat qui vont répondre à différentes questions scientifiques, à différentes échelles de temps. Et je pense que pour l'enseignement, c'est important de ne pas se focaliser exclusivement sur la question sociétale, même si c'est important, qui est la température des prochaines décennies. Il faut aussi, je pense, parler du contexte géologique, de ce qui se passe à plus long terme, à la fois dans le passé et dans le futur. Voilà, je m'arrête.